BFM Business, le grand débat du patrimoine. Le grand débat du patrimoine, vous le savez, c'est un rendez-vous régulier sur l'antenne pour évoquer tel ou tel aspect de la gestion de patrimoine. Et cette semaine, on se penche sur les CGP, les conseils en gestion de patrimoine. Et on s'interroge notamment sur le contexte de ce métier. La météo est-elle favorable ou risque-t-on un avis de tempête? Autour de la table, pour en parler, Yves Mazin, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CNCGP, Bruno Narchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président et fondateur de Cristal Finance, Cyril Blesson. Bonjour. Pour les cahiers de l'épargne. Merci beaucoup d'être là également. Et tout cela organisé sous la férule de Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Directeur éditorial de Marché Gagnant. Débat ce matin, je le disais, autour des CGP. C'est un peu interpro, on va dire. Pourtant, d'habitude, vous vous adressez avec plus de gourmandise aux épargnants à Choupinette, là. Et oui, et en fait, je vais vous dire pourquoi on fait ce débat aujourd'hui, parce que j'entends souvent sur le plateau des gens qui parlent de Choupinette, notamment des gens qui vendent du crédit immobilier, qui ne cessent de venir se plaindre ici parce qu'on ne peut pas mettre une corde au cou à Choupinette. Alors quand je les entends, je rigole bien, parce que je me dis on est en train de parler de problématiques professionnelles et non pas de problématiques, beaucoup plus que de problématiques de clientèle. Alors c'est très intéressant de parler business, c'est très intéressant de parler de problématiques professionnelles, donc on va le faire aujourd'hui sur le marché de l'épargne, sur une profession importante dans le marché de l'épargne que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Et pour entamer le débat, j'aurais tendance à dire, puisque vous évoquiez la météo, savoir si elle est favorable ou pas. Un chiffre est sorti hier, publié par la Banque de France, la surépargne Covid est de 157 milliards, c'est en hausse par rapport à l'année précédente. Donc, à première vue, on pourrait se dire météo favorable. Bon, alors, on va voir un peu ce qu'en disent nos différents acteurs. Et commençons par le CGP de la bande, Yves Mazin, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine que vous représentez. Essayons de voir un peu, ces CGP, dans le monde de l'épargne, comment est-ce qu'ils se positionnent? Est-ce qu'ils ont gagné des parts de marché ces dernières années? Alors, je n'ai pas le chiffre exact de la part de marché dans la collecte, et j'espère beaucoup des chiffres que vous pourrez nous donner. En revanche, ce que l'on observe, nous, c'est le nombre d'adhérents, donc de nouveaux cabinets qui se créent, qui ne cesse d'augmenter. Ce qui veut dire que le nombre d'acteurs dans le métier de la gestion de patrimoine... Alors qu'on voit aussi certains rapprochements, un peu de concentration parfois, il y a malgré tout aussi des nouveaux. Exactement, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc effectivement, il y a des cabinets qui se rassemblent, et il y a d'autres raisons pour ça, mais il y a encore des acteurs qui viennent dans le métier. Ça veut dire que le marché est porteur. Bon, donc, a priori, météo pas non plus, météo favorable aussi de ce côté-là. Jean-François nous rappelait cette cagnotte, ce bas de laine issu, pour certains qui ont pu le faire, de l'épargne Covid. Si on rentre dans le détail de ce taux d'épargne et des flux, comment ont-ils évolué ces derniers temps, Cyril? Alors, il y a un ralentissement du taux d'épargne après quand même, une baisse du taux d'épargne après le choc Covid, mais on reste quand même avec des comportements très précautionneux de la part des ménages, puisqu'on a encore eu un taux d'épargne à 16,7% du revenu disponible cette année, qui est très supérieur à la norme. Ça devrait quand même un peu changer en 2023. Le revenu des ménages va être sous pression, il y aura moins d'aides d'État, il y a toujours de l'inflation. Le marché de l'emploi pourrait se retourner, donc on aura probablement une poursuite de la normalisation du taux d'épargne vers des étiages un peu plus normaux l'année prochaine. Juste le taux d'épargne, on va être sympa, mais pour Choupinette, là vraiment ça ne veut rien dire. Si on parle pupette, si on regarde les flux d'épargne, combien de sous, combien il y avait de flux d'épargne en 2020, combien il y a de flux d'épargne en 2022? Alors tu parles de flux de placement financier ou de flux d'épargne? De flux tels que vous les calculez traditionnellement dans votre profession. Oui, alors nous, parce que nous on regarde le marché des placements financiers qui est très différent du taux d'épargne, parce que les ménages n'ont pas que leurs revenus pour épargner, ils ont aussi le crédit qui peut venir nourrir ces placements. Derrière un ménage qui fait un crédit, il y a pour acheter de l'immobilier, un ménage qui vend. Bien sûr. Et qui peut ensuite placer cet argent. Vous savez, le fameux adage, les crédits font les dépôts. Et donc ces flux sont en fort ralentissement quand même. On a quand même encore eu près de 69 milliards hors intérêts capitalisés qui ont été placés l'année dernière. Et on se dirige vers des très forts ralentissements avec le coup de frein du crédit. Et les perspectives sont pas ressemblent à quoi?
Elles sont pas très réjouissantes pour les 2 années à venir, avec la contraction du crédit habitat qu'on attend. Ah oui. Les flux de placement vont être très fortement impactés et ralentir très fortement, hein, hors intérêt capitalisé, parce que ça nourrit les placements un peu de façon artificielle. On va tomber à 39 milliards et 22 milliards en 2024. Ouais. Hein, donc c'est un fort ralentissement. L'année dernière, on était à 69, pour vous donner une ordre d'idée. Donc, Quand au quotidien on vous parle des questions de crédit avec Marie-Cœur de Roy, ça vient aussi impacter ce monde de l'épargne. Comment ces années se sont passées pour la CNCGP justement ? Alors pour la CNCGP, on a continué à avoir beaucoup d'adhérents arrivés. Pour les CGP en tant que tels, c'est 3 années de crise, hein, 2020, 2021, 2020, 21, 22 et 23 maintenant. Et en fait, on s'aperçoit que quand il y a une crise, les CGP sont présents, réactifs. Et beaucoup de mes confrères me disent on a fait des excellentes années, alors que je peux vous dire que courant 2020, il était difficile de prévoir une fin d'année plutôt positive, alors que le climat était délétère. Oui. Bon, le digital vous a bien aidé aussi. Exactement, on est réactif et on est adaptable. Bruno, Cyril nous dit que la tendance est à la baisse de l'épargne. Aujourd'hui, vous commencez à la voir ou pas ? Nous, on ne voit pas du tout de baisse de l'épargne, on est en progression constante. Et je pense que si on regarde les CGP dans leur ensemble, les CGP progressent, je crois, en termes de croissance 3 fois plus vite que le marché général. Et nos structures progressent 3 fois plus vite que la moyenne des CGP. Donc on ne peut pas dire que je vois de baisse de l'épargne dans nos métiers. Comment voyez les choses Je partage tout à fait cet avis, parce qu'en fait, dans l'épargne, il y a plusieurs flux d'épargne, et quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont besoin d'un conseil spécifique. Et donc, j'ai envie de dire, on capte cette épargne qui s'inscrit dans la durée, et on les aide à mettre du sens à cette épargne. Et donc, c'est pour ça que je ne vois pas les flux se rétrécir. Il y a quand même une question qui peut venir aussi de l'inflation, parce qu'on voit ces chiffres, notamment sur l'alimentaire, etc., parce que vous nous emmeniez dans le monde IMO, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que les ménages, vous avez l'impression, ils réduisent aussi parce qu'ils ont besoin finalement de plus pour consommer ? Enfin, est-ce que ces questions alimentaires un peu bassement matérielles ont un impact sur ces grandes sphères de l'épargne ? Là, on parle au niveau ménage agrégé. Bien évidemment, il y a des ménages en bas de l'échelle qui sont obligés de faire des arbitrages de ce type, mais de toute façon, ils n'ont pas des flux d'épargne en temps normal très élevés. Mais c'est plutôt un phénomène qu'on va voir arriver, je pense, maintenant en 2023-2024, où là, le revenu des ménages va commencer à être vraiment impacté par l'arrêt des aides d'État, etc., et le maintien de l'inflation. Et donc, le taux d'épargne va baisser parce que les gens seront de plus en plus contraints. De plus en plus contraints. L'important, Jean-François, c'est la collecte plus que ces arbitrages. Après, c'est important. Ce qui est important, c'est toujours pareil. Je dis, quand on a un chiffre, on a l'impression d'avoir une vérité. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le chiffre, la Banque de France, par exemple, publie des chiffres de flux de placement en intégrant les intérêts capitalisés. Oui. C'est une donnée intéressante sur le financement de l'économie, puisque les intérêts qui tombent et qui sont réinvestis, ils vont bien financer l'économie. Est-ce que ça fait du new business pour un CGP de comptabiliser un intérêt capitalisé ? La réponse est non. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien tous les chiffres qu'on peut se balancer sur la tête, sur la place. Ouais. Savoir de quoi on parle. Il faut savoir exactement de quoi on parle. Quand on est distributeur, on vit les choses comment est-ce que vous ressentez ou pas déjà cette baisse, ces questions, ces interrogations chez certains Alors je rejoins Yves parce que nous sommes distributeurs, mais nous sommes surtout conseils de nos clients. Donc notre métier, c'est véritablement d'accompagner nos clients dans la durée. Et dans les périodes qu'on traverse aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Je veux dire, avec une inflation, une inflation qui est, je dirais pas encore galopante, mais encore qui est beaucoup plus élevée que celle qu'on avait eue ces 20 dernières années. On a vu encore l'inflation française hier, elle est au plus haut depuis 85. Absolument. Donc, Et donc nos clients ont besoin de plus en plus de conseils. À l'époque où c'était plus facile d'investir sur un contrat d'assurance vie en fonds en euros, aujourd'hui, on s'aperçoit que nos clients ont besoin d'être accompagnés dans la durée. Et je rebondis là-dessus parce que, certes, il y a une espèce d'offensive actuelle des banques avec les DAT, mais ce n'est pas notre métier, ça. Rappelez les DAT ? Les dépôts à terme. Il y a des offres bancaires de dépôts à terme qui sont... je crois qu'on trouve des offres de l'ordre de 3% aujourd'hui sur des périodes de 12 mois. Les compagnies d'assurance elles-mêmes, du reste, font de la contre-attaque en offrant du dumping. Font un peu de dumping et offrent également des taux majorés pour la nouvelle collecte, pas pour les stocks. Et donc, mais
tout ça, c'est du court terme. Pour nous, notre métier, ce n'est pas ça. Notre métier, c'est d'accompagner dans un très long terme nos clients dans la complexité de leurs problématiques patrimoniales qui sont extrêmement nombreuses. Je blague, je lance un débat. Bruno vient de dire, nous, distributeurs. Qui a le pouvoir dans le marché de l'épargne? Les producteurs ou les distributeurs, Yves? Dans l'immédiat, j'ai envie de dire que les producteurs ont encore bien la main ont le pouvoir, oui. Je ne sais pas ce que veut dire exactement le pouvoir. Moi, j'ai l'impression que d'abord, c'est un pouvoir partagé, mais j'ai l'impression que les distributeurs prennent de plus en plus de pouvoir, notamment avec l'arrivée des distributeurs de taille importante qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se concentrer à l'heure actuelle. Donc, je pense que les distributeurs, aujourd'hui, ont de plus en plus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que les distributeurs sont en contact avec le client, donc directement le client final. Alors que les producteurs, finalement, on s'aperçoit que si on prend une société de gestion qui est un producteur, est très rarement en contact direct avec son client s'il n'a pas un CGP qui vient lui conseiller. Et si je provoque, si je vous dis, en fait, je suis pas d'accord avec vous, ni l'un ni l'autre. De toute façon, il a le rôle du trublion. Mais je pense qu'on est d'accord à 50-50. Non, mais, en fait, moi j'ai tendance à dire que sur le marché de l'épargne, ceux qui ont le pouvoir, c'est les banques assureurs. C'est la banque universelle. Et que, en fait, parce qu'ils sont producteurs, parce qu'ils sont distributeurs, parce que c'est eux aussi, vraisemblablement, qui ont les meilleurs lobbies, et que si je coupe les marchés de l'épargne en plusieurs marchés de l'épargne, parce qu'en fait, des marchés de l'épargne, il y en a 3. Il y en a un, c'est le marché du crédit. Il y en a un, c'est le marché de l'épargne de court terme. Et le troisième, c'est le marché du moyen-long terme. Le crédit, monopole des banquiers. Pas de discussion possible, ils ont le pouvoir. Épargne de court terme, c'est du produit bancaire. Donc, monopole des banquiers, quasi-monopole des banquiers, même s'il y a des distributions, notamment de comptes à terme par des conseillers en gestion de patrimoine. Et épargne de long terme, 60% du marché est tenu par les banques assureurs. Donc aujourd'hui, la réalité de la place, c'est que c'est le banque assureur qui fait sa loi. Et quand le régulateur nous dit, quand le ministre nous dit l'épargne en France, elle est mal allouée et que les Français passent pas bien leur argent, déjà, ils s'en sortent pas si mal, puisqu'on a eu ce matin les chiffres de l'Observatoire de l'épargne européenne qui nous a dit qu'en 2022, la performance du patrimoine financier des Français, c'est moins 0,8 après 4,5 l'année précédente. Donc c'est pas si mal, a priori, pas si mal que ça dans un environnement qui a été compliqué. Mais en fait, quand le ministre nous dit l'épargne elle est mal placée, moi j'ai envie de lui répondre, allez voir les banquiers quoi, parce que c'est eux qui font le crédit, c'est eux qui font le court terme, mais c'est eux qui font le long terme. Oui, certes. J'aurais une précision. Certes, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais les parts de marché aujourd'hui, qui sont les parts des CGP, on ne les connaît pas exactement, ni le nombre de CGP d'ailleurs, ni les parts. Mais on peut estimer la part de marché des CGP aux alentours de 7%. C'est entre 6 et 7%. Ça laisse de la marge. Avec de la marge. De la marge, effectivement. Mais si on regarde dans d'autres pays européens, en Angleterre, on est à 40%, je crois, de part de marché pour l'équivalent des CGP. En Italie et en Allemagne, on doit être plutôt proche des 20%. Donc on a beaucoup de retard là-dessus. Et aujourd'hui, les gains, on va beaucoup plus vite. Les banques perdent des parts de marché, nous, on gagne des parts de marché. Il y a Yves Mazin. Ouais, très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, les banques, comme les banques et assureurs, ils ont le pouvoir de court terme. Ils ont fermé les vannes du fonds en euros, ils les réouvrent pour leurs besoins internes. Mais je pense que nous, en fait, on influe sur leur stratégie de distribution long terme. Puisque très souvent, on est précurseur dans la mise en avant de produits qu'on va retrouver plus tard avec des produits qui évoluent. Donc c'est pour ça que c'était une réponse 50-50. Et juste, je voudrais rajouter, excuse-moi, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas distributeurs. Nous sommes conseil des clients. Et la grande différence entre les banques et nous, je pense, même si certaines banques font du conseil, bien évidemment, c'est la relation de confiance, la fidélisation du client, la relation long terme que nous établissons avec nos clients. Moi, j'ai des banques, comme tout le monde ici, et j'ai changé en espace de... J'ose pas dire la durée, mais j'ai changé 10 à 15 fois de conseiller bancaire. Je ne connais même pas. Oui, voilà. Donc, ça on est d'accord. À combien de questions d'auditeurs répond-on chaque année autour du conseil, du conseiller bancaire qu'on ne connaît pas
C'est un des points forts aussi du CGP, ça. C'est la durabilité. Ouais, comme on dit, c'est un peu le médecin de famille, le CGP, qui ensuite oriente son client vers tel ou tel spécialiste pour gérer au mieux l'épargne. C'est la valeur ajoutée de notre métier, c'est-à-dire que quand on s'installe dans la durée et on accompagne le client pas à pas avec un process qui est extrêmement normé, ce qui fait que le client sait à qui il s'adresse, pourquoi il est chez nous et ce qu'on va lui proposer. Et vous vous sentez comment face à une banque? Vous vous dites, réglementairement parlant, voilà, je joue pas tout à fait dans la même cour. On joue pas dans la même cour parce que le poids de la réglementation est tel et change tellement vite que pour un cabinet de taille moyenne, ça demande de la souplesse. C'est là où les chambres, et notre chambre, a un rôle important en donnant les éléments, un kit réglementaire qui est régulièrement actualisé. Mais c'est vrai que quand la réglementation change, le banquier a une longueur d'avance parce qu'il a des équipes pléthoriques pour s'adapter à ce truc-là. Et vous, Bruno, comment est-ce que vous voyez les choses face à cette réglementation? Votre croissance s'explique aussi Notre croissance s'explique en grande partie à cause de la réglementation qui pousse les cabinets effectivement à grossir. Ouais. Si je vous cite, la réglementation occupe un temps extrêmement important des cabinets, des CGP. Mais si vous parliez de taille, des banques, la capacité à faire face à ça, nous par exemple en interne, nous avons 24 ingénieurs patrimoniaux qui ne font que du conseil et qui apportent du soutien à nos CGP. Voilà donc... la taille nécessaire. Si je peux juste rajouter une petite chose, je pense que le développement de l'épargne retraite est un facteur de développement de la profession CGP. On regarde les pays où la profession est le plus développée, c'est les pays où les fonds de pension sont très développés, parce que faire des allocations stratégiques pour sa retraite à long terme, ça nécessite du conseil pour rebondir. Oui, quelque chose de très personnalisé, parce que tous les cas ne se ressemblent pas. Jean-François nous parlait aussi, il y a un instant, des banques assureurs. Cyril, quelles sont selon vous les prévisions en termes de flux, de collecte, etc., sur ces différents placements? Est-ce que les banquiers rentrent dans le jeu? Alors les banquiers rentrent carrément dans le jeu parce qu'on a parlé du ralentissement des flux, mais on a oublié de parler des arbitrages sur les stocks qui sont énormes. Il y a eu beaucoup d'épargne Covid, on en parlait en introduction. Il y a eu beaucoup de dépôts à vue de la part des ménages dans toute cette période où les taux étaient nuls. On est à peu près à 600 milliards de dépôts à vue des ménages juste sur leur compte chèque, non rémunérés. Donc forcément, dans une phase où les rendements remontent, notamment les rendements sans risque, le livret A, les comptes à terme, etc., il y a d'énormes réaffectations du stock qui sont en jeu aussi au-delà du nouveau flux d'épargne. Et là-dessus, nous, on table par exemple sur une décollecte massive des dépôts à vue qui a déjà commencé. Depuis juillet, j'ai des encours de dépôts à vue qui baissent de près de 40 milliards. C'est pas rien, ça fait du stock qui se réaffecte. En prévision sur le livret A, le LDD, on est avec un taux à 3% qui pourrait encore monter à l'été. On est sur des collectes énormes de l'ordre de 60 milliards pour les deux produits cumulés. Et puis on a ces comptes à terme qui vont collecter quelque chose comme 25 milliards aussi. Donc on a d'énormes réaffectations. Et puis on a une assurance vie qui est quand même en souffrance du fait de l'écart taux du livret A, taux de l'assurance vie. Je sais que les professionnels n'aiment pas qu'on compare les deux produits, mais les épargnants, eux, les comparent. Et c'est ça. Voilà, dans les comportements des épargnants, avec leur préférence pour la liquidité. Et on a heureusement un marché qui continue d'être dynamique, c'est l'épargne retraite. Voilà, parce que là, il y a, avec la réforme des retraites, en plus, une vraie prise de conscience de la part des épargnants. Juste, Cédric, je me permets de rebondir quand même, parce que on est en train d'évoquer des contraintes de business, donc de concurrence, de comment ça fonctionne, et on aimerait tous que le marché soit concurrentiel. Parce qu'on se dit qu'un marché où il y a de la concurrence, c'est un marché qui est plus optimal qu'un marché où il n'y a pas de concurrence. Moi, j'attire juste, Cyril nous dit, il va y avoir les flux baissent, mais il va y avoir un enjeu majeur sur les transferts. Donc les transferts, c'est le transfert du dépôt à vue qui peut aller vers... Vous allez nous replanter le drapeau de la transférabilité de l'assurance vie, là ? Bien sûr. Non mais attendez, on a effectivement, dans des marchés qui sont des marchés comme ça, le sujet de la transférabilité qui doit être traité. Et puisque je dis qu'on doit traiter les sujets
non pas de manière globale dans l'écosystème. Vous connaissez On la rappelle formule. qu'on peut transférer à l'intérieur d'une compagnie, enfin quand tout le monde est d'accord, mais pas en changeant de compagnie. Donc, là, on revient sur un sujet. Vous savez, ma formule, c'est de dire un écosystème, c'est un truc qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Et quand on en oublie une, en l'occurrence les épargnants, ça devient un système. Donc il y a le sujet de la transférabilité qui revient. Et on va être très honnête, parce que vous savez que je défends ce sujet-là. Il y a des distributeurs. Le sujet de la transférabilité pose des questions de rémunération au niveau des distributeurs qu'il faut traiter également. Mais aujourd'hui, très clairement, dans un marché où les flux nouveaux vont baisser, je pense que c'est un... Enfin, ça donne des risques aussi, enfin, on en a déjà parlé, mais je veux dire, on sait que certains politiques ont un peu le couteau entre les dents et que si on pousse la transférabilité pour avoir une transférabilité totale, il y en a qui disent, bah, du coup, nous, on légiférera et on vous faire une les avantages. Des endroits où il n'y a pas de risque, j'en connais pas. Oui, le système de banque universelle à la française, je ne suis pas sûr qu'il ne porte pas de risque. Bruno, voilà, entre la comparaison sans doute excessive, mais qui se fait quand même dans la tête des gens, entre livret A et contrat d'assurance vie, etc., enfin fonds euro, et ces risques inhérents à une éventuelle transférabilité totale, est-ce qu'on peut se dire, oh, l'assurance vie, elle a connu des jours meilleurs? Moi, je pense que l'assurance vie a encore des beaux jours devant elle. Quand je parle d'assurance vie, j'englobe aussi le PER, qui aujourd'hui, les PER sont principalement des PER assurance. Donc globalement, l'assurance vie dans son ensemble, je sais qu'on ne partage pas forcément cet aspect-là, l'assurance dans son ensemble a encore des beaux jours. Et puis l'assurance est quand même un véhicule, l'assurance. Aujourd'hui, vous avez effectivement des livrets qui rapportent un petit peu plus que ce qu'ils rapportaient avant, mais bon, dans l'assurance vie, les taux en euros vont s'améliorer. Vous avez la possibilité d'aller sur des SICAV monétaires, vous pouvez arbitrer sur différents supports, vous avez du conseil. C'est un produit de long terme. Voilà, je pense qu'il faut considérer les produits en fonction de leur utilisation et des besoins de nos clients. Il y a du court terme, il y a du long terme, il y a du moyen terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette espèce de spéculation sur l'assurance vie? Ouais, en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Le livret, c'est de la trésorerie de court terme. L'assurance vie, c'est une stratégie de long terme. On a des taux courts, des taux longs. La transférabilité, c'est une fausse bonne idée parce que comme on est dans un système qui marche en mark-to-market, si je transférais mon fonds en euros à sa valeur de marché actuelle, je serais obligé d'accepter une perte. Donc voilà, pour moi, l'assurance vie a encore de longs jours devant elle, parce que c'est vraiment une boîte à outils vraiment adaptée au long terme. Bon, juste avant de terminer, il nous reste 1 minute, donc il va falloir être très rapide. Ouais. Un mot de la rétrocession. On en a parlé cette semaine avec Géraldine Métifeux. On dit quoi, stop ou encore? Fausse bonne idée. Géraldine a parfaitement répondu au problème. Voilà, vous renvoyez tout le monde au replay, très bien. Non, mais tout à fait, exactement. Il ne faut pas interdire les rétrocessions. Ça entraînerait... Je crois qu'il faudra en faire un débat, Jean-François. Ouais, voilà. Ça entraînerait la perte du conseil pour un certain nombre de clients intermédiaires. Bruno? Je suis tout à fait d'accord avec Yves, bien évidemment. Mais après, si on doit le subir, on est armé pour faire face à ça. On conclut, Jean-François? Très rapidement, faut pas se voiler la face. Les choses sont en train de bouger sur le fond du marché de l'épargne, avec ce qui est en train de se passer sur le marché du crédit, avec ce qui est en train de se passer sur le marché des taux. Et donc, on suivra ça avec attention. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces questions de rétrocession et un peu la vie d'un CGP, on vous renvoie au replay que vous retrouvez sans difficulté, où Géraldine Métifeux pour Alter Égal est venue en début de semaine nous en parler. Merci à tous les 4 d'avoir été là. Yves Mazin pour la CNCGP, Bruno Marchal pour Cristal Finance, Cyril Blesson pour les cahiers de l'épargne et Jean-François Fiat. On se retrouve jeudi prochain? Je sais pas. Oh, il va bouder.